Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la grande review de WWE Survivor Series 2020 qui a donc eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Un show qui ne contenait pas beaucoup de matchs, 6 matchs avaient été annoncés. On ne savait pas encore ce qui allait se passer au niveau du kick-off. Un kick-off qui d'ailleurs, contrairement à ce que je vous avais indiqué dans ma vidéo pronostic, n'avait pas lieu à 23h mais à minuit. Car effectivement d'habitude un pay-per-view de Big Four comme on dit, en général ça dure 2 heures, là ça a été réduit, donc il y a sûrement eu encore des plans qui ont été bouleversés, et on ne connaissait pas le contenu du kick-off, notamment le match qui allait avoir lieu, le ou les matchs, parce que si le kick-off avait duré 2 heures, on aurait sûrement eu au moins 2 matchs. Là bon bah avec un kick-off à minuit, donc qui ne dure qu'1 heure, eh bien forcément il n'y allait avoir qu'un seul match, on ne savait pas encore lequel, et on nous l'a donné, je crois que c'était vendredi. On a appris qu'on allait avoir une bataille royale, bah voilà, on va en parler tout de suite. Une dual branded battle royal, donc une bataille à 2 brands, avec, alors c'était pas clair, c'est vrai que j'ai été obligé d'aller voir sur le site de la WWE pour voir ce qu'ils en disaient. On va dire que d'après ce qu'ils disaient, on comprenait quand même bien qu'il y avait un point en jeu. C'est vrai que ils n'ont pas trop insisté là-dessus au niveau des commentaires, mais ça paraissait logique puisqu'avec 6 matchs sur la carte principale, ajouter un 7e match, donc un nombre impair, permettait de s'éviter des nœuds à la tête et donc une éventuelle égalité, puisque, comme je vous disais dans ma vidéo pronostic, si on avait eu que 6 matchs, ben on risquait l'égalité. Donc pour ça, on aurait peut-être été obligé de faire un no DQ, un no contest dans l'un des matchs pour revenir à un nombre impair, on va dire, et éviter ça, quoi. Donc l'ajout d'un 7e match, veut dire qui oppose les 2 brands, ça me paraissait logique au final, donc c'est bien d'avoir fait ça. Maintenant, ce qui me pose un peu problème, c'est que ce soit une bataille royale, puisque je vous disais dans ma vidéo prono que à WrestleMania, justement, ils avaient annulé tout ça. La bataille André le Géant, la bataille féminine, ils avaient annulé ça, justement à cause du Covid. Ça pouvait se comprendre, pas mêler trop de monde sur un ring. Et là, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous mêlent justement 18 catcheurs sur un ring, quoi. C'est assez, j'ai trouvé ça assez étrange. Et par rapport justement au build-up qui était quand même assez faible de Survivor Series, où je disais bon bah on n'a pas eu trop d'invasion, on n'a pas eu d'angle d'invasion comme d'habitude, enfin comme ces dernières années. Donc si c'était les raisons, si c'était le Covid qui était la cause de ça, de ce manque de cette absence d'invasion, ben là vous nous mettez 18 catcheurs sur un ring. Je veux dire, avec le nombre de catcheurs qu'il y avait là, potentiellement vous pouviez les faire vos invasions. Il y avait déjà assez là. Vous auriez pu mettre déjà une bonne dizaine de catcheurs d'un côté et une dizaine de l'autre. Vous auriez pu le faire. Ça suffisait déjà amplement. Bref, donc le Covid, pour moi, c'est un faux problème. À partir du moment où vous décidez de mettre 18 catcheurs dans un même ring. Bref, voilà, c'était ma petite, pas mon coup de gueule, mais un petit peu, quoi. Parce que je comprends pas, quoi, ce procédé. Alors, quels sont les catcheurs en place? Alors, à Raw, on a Jeff Hardy, Elias. Donc, on va dire, on met des gens qui sont un peu dans les petites histoires, donc les deux qui sont en feud. Ricochet avec le Hard Business, Benjamin et Alexander, qui ont eu aussi un historique. Miz et Morrison ensemble, et Carrillo et Garza, les 2 cousins, qui ont eu aussi pas mal de confrontations, notamment à 205 Live, dans le passé, voilà, ils se connaissent très bien. Et en face, on a Roode et Ziggler, donc aussi une équipe. On a Murphy, avec maintenant la belle famille, Dominic et Rey Mysterio. On a Gable, Chad Gable, on a Nakamura, bizarrement pas avec Cesaro, ça c'était un peu la surprise, pas de Cesaro, et on a Kalisto, et on a Apollo Crews, voilà pour les hommes en place. Première chose évidemment qui saute aux yeux, puisque on ne connaissait pas les hommes qui allaient avoir avant le pay-per-view, et on va dire dans les favoris, ce qui paraissait logique, bah il y avait Lars Sullivan et il y avait Big E. C'était les 2 noms qui ressortaient le plus. On pouvait même citer Daniel Bryan notamment. Et la grande surprise, c'est qu'il n'y en a aucun des 3 dans cette bataille royale. D'après ce qui se dirait, de ce qui ressortirait aujourd'hui, c'est que en fait, on a voulu les protéger et leur éviter une défaite. À voir, il faut toujours se méfier de ce genre d'informations, surtout quand ça la vient
du Wrestling Observer et donc d'un certain Dave Meltzer. Hein. Attention, parce que si ça se trouve, hein, il n'y aura pas de plan pour ni pour Lars ni pour Biggie, et au final, le coup de la protection, hein, que dalle quoi. Ce serait peut-être des grosses conneries. Bref, en tout cas, c'est la chose à retenir, ni l'un ni l'autre. On va dire que ça ouvre les possibilités, ça laisse le champ ouvert pour le vainqueur potentiel du match, hein, avant de voir le match. Vous pouvez se dire, bon, c'est assez ouvert. Bref, en ce qui concerne la bataille royale en elle-même, elle aura duré que 12 minutes, donc ça va, pas très long. Je trouvais ça aussi bizarre. Ce que je trouvais bizarre, c'était le principe d'éliminer des mecs de ta propre brand, puisque il y a un point en jeu. Donc autant d'abord essayer d'éliminer les membres de l'adversaire de la brand opposée, et ensuite on s'explique entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayer, genre Jeff Hardy qui s'est tripré avec Elias, allez, à la limite ça passerait parce qu'ils sont en feud, mais je veux dire, Morrison et le Miz, ils n'ont pas de raison de s'en prendre à d'autres mecs de Raw. Autant s'attaquer à des mecs de SmackDown, les éliminer tous, et après, on s'explique entre eux. Voilà, c'est juste ça que je trouvais ça un peu bête. Donc, pour en résumer un peu, donc il y a John Morrison qui est éliminé en premier par Dominic, donc ça c'est assez étonnant déjà, John Morrison. Il y a un duel malheureusement trop court et qui m'a fait vibrer un petit peu, c'était quand même Rey Mysterio et Kalisto, parce que je ne devais pas souvenir les avoir déjà vus comme ça en face à face, un masque contre masque, avec des petits numéros de voltige, hein, entre les deux, hein, normal, des petits ciseaux de tête face à face qui n'aura pas duré longtemps, mais j'ai bien aimé ce court passage. Carrillo et Garza, comme je vous disais, les cousins, hein, qui à un moment donné qui sont l'un contre l'autre, et on a justement Garza qui élimine Carrillo. On a un duel des ex-potes, hein, entre Ricochet et Alexander, avec Ricochet qui éliminera justement Alexander avec une jolie half Nelson suplex sur les l'éperon du ring. On a Benjamin dans la foulée qui se vengera et qui éliminera justement Ricochet. On a Apollo Crews qui ensuite éliminera Benjamin, donc hein, lui aussi, hein, Apollo Crews qui avait eu des problèmes dans le passé avec l'Art Business et qui est aussi pote avec Ricochet, donc voilà, les petites histoires là encore. Là, ça peut avoir du sens. Ziggler qui a éliminé Mysterio, hein, plus tôt dans le match, Rey Mysterio. Roode qui ensuite, plus tard, va éliminer Murphy. Dominic qui va sortir Robert Roode. Dominic ensuite qui a sorti Dolph Ziggler. Donc, quand on voit tout ça, on peut se dire, tiens, Roode, Ziggler, autour des Mysterio, de la famille de Murphy, peut-être qu'une feud est en train d'être en marche, est en train d'être construite pour l'avenir. Entre donc la famille Mysterio au sens large et Roode et Ziggler. Peut-être qu'il faudra peut-être ajouter un heal supplémentaire pour faire un 3 contre 3. Peut-être avec Rey, Dominic et Murphy. Peut-être pour TLC. Donc on va voir les développements. Un Final Four finalement donc entre Jeff Hardy, Chad Gable, Dominic et Mysterio et le Miz. Donc 2 de Raw, 2 de SmackDown. C'était équilibré. Gable élimine Hardy. Dominic passe le Miz par-dessus la troisième corde, mais le Miz reste sur l'éperon, il se retient à la première corde, et ensuite il roule sous la première corde, hein, vers l'intérieur du ring, ce qui probablement annulait, hein, son passage par-dessus la troisième corde. En tout cas c'est ce que les arbitres on semble avoir dit, puisque Dominic fait ensuite un baseball slide sur le Miz, qui en ce moment-là tombe à l'extérieur du ring. Mais Dominic lui pense qu'il est éliminé, le Miz. Mais en fait ce n'était pas le cas, on avait bien compris l'histoire, hein. Eddie Kingston aurait sûrement dit qu'il n'était pas éliminé, hein, d'ailleurs, hein, si ça avait été le Miz. Voilà, on peut dire que c'est contestable, mais je pense que voilà, comme je vous disais, à partir du moment où il revient très rapidement sur le ring, hein, en se roulant, ça annulait son passage par-dessus la troisième corde. En tout cas je l'ai compris comme ça. Là-dessus, on a déjà compris donc la fin qui semble évidente, hein. On a un superbe duel alors entre les deux derniers, Chad Gable et Dominic Mysterio, hein, qui demandent vraiment à être revus à SmackDown, hein. J'en ai vu pas assez à mon goût, j'ai envie d'en voir plus. Et finalement Dominic arrive à éliminer Gable. Et évidemment on a tout de suite compris ce qui allait se passer. Dominic célèbre comme un con en pensant qu'il a gagné, et évidemment non, puisque le Miz revient par derrière et l'élimine donc par surprise. Le Miz s'impose et offre donc le premier point à Monday Night Raw. Voilà, effectivement, c'est un peu une surprise, parce que c'est vrai que quand je voyais les hommes en place, je me suis dit peut-être attention à Angel Garza, qui sont en train de reconstruire petit à petit avec des
des vignettes peut-être. Ça peut être Murphy, Dominique, c'était un peu tôt quand même pour le propulser comme ça, lui donner une victoire, même si ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt en soi cette bataille royale. Voilà, j'étais peut-être parti sur Garza comme ça, à brûle pour point. Et ce qu'on peut se dire aussi à travers cette victoire du Miz qui peut surprendre, c'est que finalement ça peut avoir du sens puisque ça peut être le début d'une réhabilitation du Miz en tant que potentiel futur champion du monde, parce que c'est vrai qu'il a quand même la mallette et il a essuyé beaucoup de défaites. Il est passé un peu pour une serpillière, notamment auprès de Drew McIntyre ces dernières semaines. Donc lui donner enfin une victoire, voilà, bon, c'est qu'une bataille royale certes, mais bon, c'est toujours bon à prendre et c'est peut-être le début de la remontada du Miz jusqu'au sommet, sait-on jamais. Mais voilà, ça peut avoir du sens. Moi en tout cas je l'ai interprété comme ça. Voilà, au final, bon, ça raconte 2-3 histoires, cette bataille royale. On a essayé de faire des petits regroupements entre les feuds et les anciennes feuds, et peut-être des futurs feuds. Des interactions sympas, donc comme je vous le disais, hein, Mysterio Kalisto, hein, voilà, Gable, Dominique à la fin. Mais il y a beaucoup de gens en même temps aussi qui nous attristent, hein, comme Nakamura, Ricochet, Apollo Crews, Carrillo, Garza, qu'on a finalement vite oublié dans ce match. Et évidemment Morrison qui se fait éliminer dès le début, ça aussi c'est triste. Et pour la note, je lui donne un 2,75, vraiment pour l'effort, un petit 2,75, vraiment rien de foufou. Allez, on va passer tout de suite maintenant à la carte principale, avec déjà une petite surprise, puisqu'il s'agissait déjà du 5 contre 5 masculin Eliminator match. Et oui, c'est quand même une petite surprise. Donc on rappelle l'équipe d'Euro, Keith Lee, Braun Strowman, AJ Styles, Riddle et Sheamus. Et pour SmackDown, Kevin Owens, Jey Uso, Seth Rollins, Baron Corbin. Et le cinquième qu'on ne connaissait pas encore, à l'heure où je vous avais fait ma vidéo pronostic, il y a à peu près une semaine, c'était Otis. Voilà, ils se sont vraiment pas foulés. D'après ce qui se dirait aussi encore dans les news, hein, faut le prendre encore avec des pincettes, mais tout simplement, ils ont déterminé Otis parce que, par manque de temps, dans le show de SmackDown, ils n'avaient pas beaucoup de temps, donc ils ont fait ça très vite, comme ils l'auront fait aussi plus tard pour Bayley. Ils auront déterminé ça très vite. Otis qui avait pourtant été déjà éliminé par Rollins dans les matchs du Calife, juste parce que Adam Pearce lui a dit en face, bah t'as quand même quelqu'un qui a eu beaucoup de hauts et de bas dernièrement, tu t'es battu, t'as rien lâché. J'ai aimé ta capacité de résilience, hein, c'est un peu le terme à la mode, hein, comme dirait Emmanuel Macron. La résilience, ta ténacité, et ce sont des valeurs que j'aime, et c'est pour ça que je t'ai choisi comme cinquième, donc et dernier participant pour la Team SmackDown. Vraiment très feignant comme choix. Bref, c'est pas grave. Voilà donc pour le match qui aura duré 19 minutes, ce qui est pas énorme, hein, pour un match de Survivor Series, hein, masculin en plus. Nouveau thème de Keith Lee qu'on attendait et qu'on a pu entendre pour la première fois. Ça ressemble quand même pas mal, j'ai l'impression, à celui de NXT. Il est quand même bien meilleur que le précédent. Et en plus, c'est sa voix, hein. On sait qu'il a été enregistré sa propre voix dernièrement. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est toujours mieux que celui d'avant. Voilà. On reconstruit petit à petit Keith Lee avec donc une tenue qui lui allait mieux et un thème qui lui aussi correspondait mieux. Kevin Owens qui fait ensuite alors on peut noter, hein, en vrac, Kevin Owens qui fait un coup de boule sur le pied de Riddle. C'était assez bizarre ça. Il y a Rollins, alors là le passage incroyable avec Seth Rollins qui demande à Kevin Owens de faire le changement, alors que Sheamus lui entrait sur le ring. Rollins ensuite se tourne vers ses coéquipiers et dit seulement Greater Good à ses partenaires donc, et il s'agenouille face à Sheamus en lui disant tout simplement Do your part. Do your part, donc remplis ton job, fais ton boulot. Il s'offre à lui, voilà, en tendant ses bras. Et Sheamus, il n'en demandait pas tant. Brock kick, 1, 2, 3, élimination incroyable, complètement what the fuck de Seth Rollins. Le premier éliminé du match, qui aurait cru que ça allait être Seth Rollins, quoi. Incroyable, un véritable sacrifice. C'est quand même hyper feignant comme booking, parce que, ok, je veux bien, on nous dit, alors ça c'est pour le coup, c'est vrai, on sait très bien que Becky Lynch va accoucher au mois de décembre, dans grosso modo un mois, donc on se doute, oui, qu'à un moment donné, il va partir un peu en congé paternité, et que oui, il va s'absenter après les Survivor Series, donc ça c'est ce qui se disait, mais c'est pas une raison pour, faire un booking pareil pour éliminer Rollins. Ils auraient pu faire au moins, lui faire quelques petites choses quand même, un minimum. Là, c'était quand même
hyper torché, quoi. Là, waouh, waouh pour Rollins, quoi. C'est quand même incroyable cette élimination, quoi. Donc à ce moment-là, donc 5-4 en faveur de Raw. Gros duel de big men ensuite, hein, inédit à mon sens, hein, je crois, hein, quasiment sûr, entre Otis et Keith Lee. Donc c'était assez frais, et c'était pas mal, c'était un peu à l'ancienne. Un choc là des titans, c'était plutôt pas mauvais, hein, j'ai trouvé. Et Otis a été plutôt pas dégueu. Hein, on aurait pu croire qu'il allait se faire ridiculiser, bah en fait non, il a plutôt bien paru. Plusieurs stunners d'affilée ensuite pour Kevin Owens, hein, qui distribue les stunners donc sur les différents membres d'Euro. Mais à ce moment-là, bah, il est distrait. Et un phénoménal forum de AJ Styles qui arrive et qui surprend Kevin Owens et qui l'élimine. Donc on va dire que ça protège Kevin Owens. Et bah, du coup ça fait quand même 5-3 maintenant pour Raw. Corbin ensuite est éliminé par Riddle avec un floating bro. 5-2 pour Raw. Là ça devient très compliqué pour SmackDown. Ensuite on a un gros tag d'Otis à nouveau, hein, qu'on revoit à base de belly to belly overhead suplex, hein, qui porte à plusieurs reprises. Et même un gros lariato sur Riddle. Il arrive même à soulever et à projeter Braun au sol quand même, avant de lui porter un caterpillar, hein, et puis ça descend du coude. Riddle ensuite arrive à l'extérieur pour distraire, hein, finalement Otis, puisqu'il avait tenté une Vader bomb, hein, sur Braun. Et il se fera ensuite éliminer par Braun justement, qui en profitera pour le porter sur ses épaules, avec un petit running power slam tranquillou. 5-1 pour la Team Raw. Jey Uso se retrouve déjà tout seul. C'est mission impossible. Jey tente quand même le coup. Il multiplie les super kicks et plonge même sur tout le monde, hein, qui était à l'extérieur. Keith Lee fait ensuite un blind tag à AJ Styles. Uso ne le voit pas. Tente un splash de la troisième corde sur AJ. Mais du coup, il se fait cueillir en plein vol par celui qui était devenu l'homme légal, à savoir Keith Lee, qui l'écrase avec sa Spirit Bomb. Clean sweep, comme dirait Michael Cole. Waouh, 5-0, clair, net et sans bavure, victoire d'Euro, assez inattendu ce clean sweep, hein, ça arrive pas souvent dans les Survivor Series, c'est déjà arrivé mais c'est rare. On nous aura vendu quand même la Team Raw en tension, hein, pendant tout le build-up, hein, dans cette équipe, et c'est la Team Raw en tension, mais qui gagne quand même au final. C'était mon pronostic, hein, j'avais donné la victoire à Raw, mais pas aussi facilement, hein, ça c'est sûr. Jamais j'aurais misé sur ce 5-0. Le match maintenant est globalement assez terne. Il m'a pas beaucoup fait vibrer, il faut le dire. L'élimination de Rollins est affreuse et feignante au possible. Je relèverai quand même la grosse mise en avant et inattendue d'Otis, qui a montré quand même de bonnes choses, qui m'a surpris. Hein, il a quand même soulevé les big men. Et un Keith Lee qui aura eu le mérite d'avoir la victoire finale pour lui. Donc ça c'est bien pour Keith Lee. Jey Uso aura quand même tenté de résister à la fin. Sa défaite était inéluctable, mais il s'en sort tout de même avec les honneurs. J'ai pas été subjugué par ce match, hein, il faut le dire. Il n'y a pas non plus pléthore de choses à noter, hein, puisque c'était un match, on va dire, quasiment à sens unique. Hein. Déjà, Seth Rollins plante son équipe dès le départ. C'était déjà mal barré. Corbin a eu son petit moment aussi avec un End of Days. Voilà, il a eu son petit moment, mais pas grand chose d'autre à dire. Owens, voilà, son petit passage avec les stunners. Voilà, mais ils n'ont pas eu non plus énormément de choses à se mettre sous la dent. Ça ne raconte pas grand chose au final. Et je donne là un 2-3/4, un 2-75 à ce match. Raw mène déjà 2-0. Il y a déjà urgence pour SmackDown. Voilà, c'était pas terrible. C'est loin d'être le meilleur, ou même l'un des meilleurs matchs 5 contre 5 masculins de l'histoire des Survivor Series. Match suivant, match tag team qui était quand même assez attendu entre les New Day et les Street Profits, hein, donc c'était quand même un petit dream match en quelque sorte. Big E, hein, qui est là, hein, quand même, lors de l'entrée des New Day, donc ils arrivent à 3, hein, puisque c'était quand même le grand absent de la bataille royale, comme je vous disais. Il arrive aussi, comme ses deux partenaires, en tenue, pour promouvoir, avec une grosse armure, là, pour promouvoir le jeu vidéo Gears 5, dont les 3 membres, hein, sont désormais disponibles, accessibles dans le jeu, en tant que perso jouable. Grosse promo aussi, assez divertissante, des Street Profits backstage, hein, avant d'entrer sur le ring, avec un hommage au Taker notamment. Il a parlé aussi, ils ont chanté le thème de HBK, aussi de Triple H, voilà, des petites blagues, hein, à la Street Profits, quoi, comme d'habitude.
et un We Want the Smoke bien sûr. 14 minutes le match, quand même une durée pas folle, hein, pas folle. Kofi, hein, à un moment donné, Kofi qui se moque de Montesford en tenant un gobelet là des Street Profits et en donnant un coup de pied dedans, hein, alors que Woods était en train de s'occuper de Montesford. Hot tag de Dawkins, hein, après que Ford ait été justement en difficulté pendant un bon petit moment du match. Ouais, décidément, on donne beaucoup de hot tags à Dawkins. Je trouve que c'est dommage. Je pense que ce serait mieux de donner les hot tags à Montesford. Mais bon, disons vraiment, ça a l'air d'être vraiment un choix parce que ça fait quand même plusieurs fois que ça arrive. Les Street Profits reprennent ensuite le dessus. Montesford se dégage d'un Midnight Hour, quand même du New Day. Je crois que c'est vraiment la première fois que je vois quelqu'un qui se dégage du Midnight Hour, hein, ou du Up Up Down Down. Hein, c'est un big ending accompagné, hein, avec le Kofi qui saute de la troisième corde et Woods qui porte son adversaire sur les épaules. Parce que ce finisher était quand même très protégé, donc j'étais étonné. Dégagement de Ford. Et à l'inverse, quand même, il y a une compensation. Kofi Kingston se dégagera de la combinaison habituelle Spinebuster, Frog Splash, hein, From the Heavens, hein, donc avec Ford qui fait le pin, mais Kofi se dégage de ça quand même. Là encore, je crois que c'était une première de voir ça, et de se dégager de ça. Même s'il faut le dire que là, Montesford avait quand même tardé à faire son pin, hein, parce qu'il se tenait il vendait son abdomen qui avait tapé fort évidemment lors du splash, même si c'était pas le meilleur frog splash qu'il ait fait, il avait moins d'amplitude que d'habitude, mais bon, ça reste beau, hein, mais il en a fait des meilleurs. Ford porte plus tard un Trouble in Paradise à Kofi Kingston lui-même, hein, ça c'est l'arroseur arrosé. Enfin, Xavier Woods est porté sur ses épaules par Dawkins, Angelo Dawkins, qui avait fait lui-même le blind tag avec Ford. Ford s'élance avec un gros blockbuster de la troisième corde. Dawkins fait le pin sur Woods. 1, 2, 3. Et oui, victoire des Street Profits. Grosse victoire, hein, très importante pour la progression des Street Profits. J'avais donné les New Day. J'ai beaucoup hésité. À un moment donné, j'avais mis les Street Profits. Et puis finalement, j'étais revenu par erreur, hein, sur les New Day. Un peu en essayant de jouer avec les scores potentiels. Donc je donnais la victoire à Raw d'un côté, du coup je mettais la victoire à SmackDown d'un autre. C'est pour ça que c'est très difficile les pronostics. Quand tu bouges un élément, tu es obligé de le faire d'en bouger un autre. C'est très interdépendant, hein. C'est ça la particularité de ce pay-per-view, quoi. Donc si on se plante sur un truc, on risque de se planter aussi sur l'autre. Le prono donc était dur à faire. Au moins, allez, je me suis planté, mais c'est bien de l'avoir fait, d'avoir donné cette victoire aux Profits. Ça les met en avant. C'est un beau passage de témoin, en quelque sorte. Parce qu'ils prendront le flambeau à un moment donné, quand les New Day arrêteront. Et ce que je voulais aussi, c'est que les 4 se congratulent à la fin, qui se serrent la main, ce genre de choses, hein, très fair play. Et heureusement, ils l'ont fait. Donc ce fut chose faite. C'est tant mieux, c'est une belle image. Pas de turn d'une équipe sur l'autre, pas de trahison, encore moins de Biggie. Hein, parce que c'est quelque chose, j'avoue, qui m'avait effleuré l'esprit. Je voulais pas d'intervention de Biggie, de turn ou de conneries pareilles. Tant mieux. Le match, c'est un très bon match tag team en soi. Voilà, comme on pouvait s'y attendre. Hein, même j'ai vu un tweet d'un des deux Revival, hein, je sais plus lequel des deux, je crois que c'était Harwood, qui avait dit thank you, hein, qui avait tellement remercié les deux équipes pour ce match. Donc il a quand même un œil sur la VVE. Et c'est vrai que c'est un bon match tag team, hein, c'est vrai, il faut le dire. Maintenant, si je devais reprocher un truc, c'est que j'en attendais un poil davantage, sans doute parce que ce fut trop court, quoi. 14 minutes, c'est assez faible, je dirais, pour un tel dream match. Hein. Par exemple, alors c'est difficile de comparer, mais quand on regarde le FTR Young Bucks de Full Gear, qui était aussi un dream match attendu depuis un petit moment, même un bon moment, ils en ont fait des caisses, certes, mais ils ont donné le temps nécessaire, quoi. Ils ont donné plus de 20 minutes. Là, 14 minutes, quoi. J'en aurais bien donné, franchement, 5 minutes de plus. Et si ça avait duré 5 minutes de plus, je serais sûrement monté à 4 étoiles. Là, pour le coup, je vais rester à 3 étoiles et demie, ce qui est déjà une bonne note en soi, hein, très très bonne note. C'est un des meilleurs matchs de la soirée, tout simplement. Donc voilà, juste dommage de pas avoir lutté plus longtemps. Sinon, c'était le 4 étoiles. Et à ce moment-là, on en est donc à 2.1 en faveur de Raw. Donc SmackDown se reprend et ça relance un petit peu le suspense.
Match suivant, match entre Bobby Lashley et Sami Zayn, qui était le match que j'attendais le moins, hein, c'est sûr, hein, et je pense que beaucoup de gens étaient dans le même mood que moi à ce moment-là, par rapport à ce match. Tout le Hurt Business est finalement présent autour du ring. Ça paraît déjà mission impossible pour Sami Zayn, hein, à 4 contre 1. Un Sami Zayn qui, comme prévu, hein, est assez coward, hein, c'est assez lâche et torouillanesque, hein, entre guillemets, qui aura fui le combat, hein, qui se sera juste battu quand il aura réussi à distraire Lashley, quoi. À chaque fois qu'il arrive à le distraire, à ce moment-là, il essaie de lui donner des coups, mais il y a que là, quoi. Il y a que ça, parce que le catch champagne, malheureusement, de Sami Zayn, hein, le catch de Sami Zayn qu'on a aimé, hein, à ses débuts dans le main roster, bah, est définitivement rangé au placard, hein. C'est triste. Ce n'est plus le Zayn qu'on a connu. Et on a, alors à un moment donné, à l'extérieur, on a Zayn qui provoque Alexander, hein, pour que Alexander réplique et donne un coup à Zayn, hein, pour que ça fasse disqualifier Lashley. Hein, c'est ce que Zayn essaie de provoquer. Et plus tard, il tentera de gagner par des comptes à l'extérieur, ce qui ne marchera toujours pas, et il tentera même d'enlever la protection du coin, donc voilà, très Toru-Yano, hein. Il enlève la protection du coin, mais Benjamin était là pour veiller au grain, donc il n'a pas pu le faire. Et enfin, Sami Zayn sort du ring, il s'empale volontairement sur MVP, et chute sur le dos de manière assez grotesque, hein, façon Valbuena, on va dire, pour essayer à nouveau de provoquer une disqualification de Lashley, mais n'est pas Valbuena qui veut, hein. On a bien vu qu'il n'y avait rien, hein, on l'a bien vu, il n'y avait pas faute dans la surface. Zayn crie alors donc quand même au DQ. Hein, il dit, il y a carton jaune là, il y a carton monsieur l'arbitre, il y a DQ. L'arbitre, le problème c'est que l'arbitre ne voit rien puisqu'il est en train de parler à Bobby Lashley. Zayn ensuite remonte sur le ring. Bobby Lashley le cueille avec son Hurt Lock et gagne sans la moindre surprise, hein, abandon tout de suite. Même sa prise victorieuse n'est pas une surprise en soi, je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic que ça risquait de se terminer par un Hurt Lock, donc ça fout le Nelson. Zayn se plaindra auprès de l'arbitre encore et des commentateurs, hein, après le match, mais en vain. Gros match de merde, il faut le dire, gros match de merde, le pire de la soirée. J'avais zéro hype pour ce match de toute façon. Au moins, l'avantage c'est que ce fut relativement court, voilà, 8 minutes, hein. Et la note, bah, elle est sans appel, 1 étoile et demie. Je ne peux pas donner plus. Voilà, je suis peut-être dur, mais non, je suis réaliste surtout, quoi. Je suis réaliste. C'est de la merde, c'est de la grosse merde. Et ça, il faut le rappeler, c'est le champion intercontinental. C'est le champion intercontinental. Un titre, l'un des titres les plus prestigieux de l'histoire de la compagnie. Et voilà, voilà à quoi on est réduit le champion actuel, quoi. Un mec qui joue les lâches, qui fuit le combat, qui essaie de trouver des astuces pour s'en sortir. C'est triste. Et puis surtout quand on voit que c'est Sami Zayn. À la limite, si c'était un mec qui avait pas beaucoup de work rate, on pourrait éventuellement comprendre. Mais quand c'est Sami Zayn, merde, quoi. Putain de merde, quoi. C'est vraiment frustrant. Et à ce moment-là, il y a 3-1 dans les scores pour Monday Night Raw. On passe ensuite à un segment backstage avec Jey Uso qui est en train de parler en coulisses avec son frère, hein, Jimmy, qui était aussi présent. C'était pas forcément sûr qu'on le verrait. Jey dit que de toute façon, ses coéquipiers, alors il parle du match, hein, qu'il a perdu en 5v5. De toute façon, mes coéquipiers m'auraient jamais écouté. Et il y a Roman qui arrive, là il y a Paul Heyman et Roman qui arrive, qui sortent du vestiaire. Et Roman, lui, il veut rien entendre, il dit non, je veux pas d'excuses, t'as perdu, c'est tout, je veux pas d'excuses, tu t'as perdu. Et Jimmy essaye d'intervenir en essayant de défendre son frère, voilà, d'expliquer un peu les choses, mais Roman s'en branle, et il dit carrément à Jimmy, voilà, t'as pas besoin de rester, quoi. Casse-toi Jimmy, mais par contre toi Jey, tu restes. Voilà, donc Jimmy se casse, Jey reste, et Roman dit à Jey que Jey a perdu, donc cette bataille royale, enfin ce match 5 contre 5, il a perdu parce que t'étais pas en mesure de contrôler ton équipe, et parce qu'ils ne te craignent pas, et qu'ils ne te respectent pas, et que s'ils ne te respectent pas, ils ne me respectent pas moi, et donc ils ne respectent pas la famille tout entière. Donc, s'ils n'arrivent pas, si tu n'arrives pas
à nous faire respecter nous, bah t'as pas ta place à la table. T'as pas ta place sur cette table là, donc la fameuse table hein, dont parle Reigns et dont il est le chef, hein, the head of the table. Donc t'as pas ta place sur cette table. Et ensuite Roman dira à Jay de s'en aller, de se casser, parce qu'il en a marre en fait. Ça l'énerve et il demande, il dit à Jay de retrouver son frère parce que il a pas de temps là pour les losers actuellement là. Ce soir il a pas de temps à passer avec des losers. Voilà, il a été très très dur, Reigns. Un segment qui permettait quand même d'en savoir un peu plus sur ce qui pourrait éventuellement se passer durant le match entre McIntyre et Reigns, dont on parlera plus tard. En tout cas, moi j'avais à ce moment-là bien compris les choses et j'avais même quasiment prédit ce remontage de bretelles de la part de Reigns. On en parlera plus tard. Ensuite, on a un match entre donc Asuka et Banks. Un match aussi qui était quand même assez attendu. Alors, on a un match qui n'aura finalement pas duré très très longtemps encore. Hein. 13 minutes. Donc on est du même tonneau que le match tag team. Tom Phillips, c'est intéressant qu'en début de match, il rappelle que jamais Sasha Banks n'avait fait le pin ou fait une soumission à Asuka en 1 contre 1. Et c'est vrai que c'est une stat que j'aurais peut-être dû vérifier lors de mes pronostics, hein, lorsque j'ai commencé à réfléchir aux pronos, parce que c'était quand même un élément intéressant et qui pouvait même déjà nous aiguiller quant au résultat. Et de plus, d'autant plus que Asuka avait l'avantage du nombre de victoires face à Banks, puisque c'est quelque chose que Michael Cole avait rappelé durant le segment de SmackDown vendredi dernier, puisqu'il y avait un dernier petit segment, un dernier petit face-à-face, un segment qui était vraiment pas terrible. Bref, mais Michael Cole avait officié entre ces deux, voilà, dans un petit face-à-face. Et effectivement, Cole avait rappelé à Banks que Asuka avait le nombre, the number, c'est-à-dire l'avantage numérique dans les victoires. Ça aussi, c'était quand même un élément auquel j'aurais dû prêter plus attention lors de pronostics. Le match en soi, bah, il est vraiment bon. Hein, c'est vraiment un bon match, comme on pouvait s'y attendre. C'est à toi, à moi. C'est dynamique. Il y a peu de pauses. On part un peu à l'extérieur aussi. On se contre mutuellement. Un superbe code breaker aussi à l'extérieur porté par Asuka pour contrer un Meteora de Banks hein, qui avait sauté de la barricade. C'est un peu un match aussi backstabber contre code breaker hein, puisqu'on en verra plusieurs durant le match. Asuka renverse un bank statement avec un Asuka lock. Asuka porte un code breaker justement mais compte 2-2 seulement. Ankle lock d'Asuka. Et là, c'est un enchaînement de roll-ups hein, qui sont insuffisants pour s'imposer. Backslide d'Asuka. Kick d'Asuka. Asuka alors se projette dans les cordes pour probablement un hip attack, un coup de fesse, mais se fait contrer par Banks avec un roll-up, avec les jambes barrées. Et cette fois-ci, ça marche, ça fonctionne. Victoire de Banks, qui donc fait le pin à Asuka pour la première fois. Ça y est, c'est fait. La stat donc dont il parlait en début de match, bah ça y est, c'est fait. Les stats annoncées donc oui, ont bel et bien aiguillé hein, le résultat. C'est vrai que j'aurais dû y penser, ça me frustre, alors que je me suis tellement pris la tête sur les pronostics de ce match en plus. En tout cas, ça a vraiment été un très bon match, comme souvent avec ces deux filles, hein, il faut le dire. On en a vu beaucoup des bons matchs entre ces deux-là cette année, hein, notamment Extreme Rules, notamment SummerSlam. Et à l'image du match tag team, j'aurais aimé en voir un peu plus. La fin, parce que c'est quand même 13 minutes, c'est quand même pas beaucoup. La fin protège aussi Asuka. C'est plutôt pas mal, voilà, c'est un petit roll-up, il y a des échanges de roll-up, elle se fait contrer comme ça, c'est pas non plus la folie, ça la protège hein, quand même globalement. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas de disqualification, parce que c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais finalement mis, j'avais bien mis la victoire à Banks, mais j'avais finalement changé, je vous l'avoue, j'avais mis une victoire par DQ, car je voyais quand même une intervention de Carmella. Alors, est-ce qu'elle interviendrait avant, pendant ou après ? C'était ça le problème. Et en fait, bah, ça a été simple. Elle n'est pas du tout intervenue. Ce qui peut être étonnant, hein, donc au vu des derniers SmackDown où elle a intervenu à chaque fois pour attaquer Banks, notamment encore dans le dernier SmackDown. Elle était encore intervenue. Et d'ailleurs, on voyait une Asuka qui ne bougeait pas. Elle laissait faire les choses. Ça pouvait poser question. Je me suis dit, tiens, elle a l'air bizarre. Elle a une mine assez renfrognée alors qu'elle était en train de déconner juste avant. Bon. On va dire que la seule explication possible, c'est que Banks était celle qui lui avait posé beaucoup de problèmes, lui avait fait beaucoup de misère durant l'été, et peut-être que
ça se pourrait s'interpréter comme ça. Elle préfère ne pas aider Banks et laisser Carmella faire un peu un retour de bâton par rapport donc au déboire du passé. Je ne vois que ça. Je pensais que ça allait servir dans le match, mais pas du tout au final. Bref, en tout cas, c'était la victoire manquante de Banks face à Asuka dans son palmarès, hein, qui était sans doute ce qui primait ici, plus que une intervention de Carmella ou autre, quoi. La note, je donne un 3,5, hein, comme le tag, 3,5, ça aurait pu monter encore plus haut, exactement la même remarque pour le tag, ça aurait pu monter à 4, facile, voire plus, avec du temps supplémentaire. Mais, comme d'habitude, ces deux filles font partie des meilleures dans le main roster, avec Charlotte, quoi. On est vraiment dans le haut du panier, donc forcément, on savait que ça allait être du bon, du tout bon. Et à ce moment-là, quand même, 3 points à 2 pour Raw. SmackDown recolle un petit peu. Donc rien n'est joué à ce moment-là. On passe ensuite à un petit segment assez osef, hein, puisqu'on voit le Gobbledygooker, hein, qui était ce fameux espèce de volatile assez étrange, hein, l'une des pires gimmicks de l'histoire de la WWE, hein, il faut le dire, puisque il faut le dire il a 30 ans, ce personnage a 30 ans, tout comme Taker, puisqu'il est né, il a éclos, si je puis dire, hein, dans un œuf géant, dans le même Survivor Series qui a vu les débuts de Taker, donc en le 22 novembre 90. Donc on a voulu rappeler aussi cet anniversaire, et on l'a vu en kick-off, le Gobbledygooker était là, avec R-Truth, qui a voulu célébrer ce 30e anniversaire, et sauf qu'en fait il s'est fait piéger, puisqu'il y avait Tozawa qui était là, et R-Truth tombe, il se prend un pin, un roll-up, victoire du Gobbledygooker qui devient champion 24/7, on s'en doutait. D'ailleurs on apprendra plus tard qu'il s'agissait de Drew Gulak qui se cachait derrière le costume, hein, il faut le dire. Et donc, ce qui était drôle, c'est que si vous regardez le kick-off, il y a R-Truth qui poursuit le Gobbledygooker, hein, évidemment avec la ceinture, avec Tozawa qui était pas loin, et en fait la caméra elle continue de suivre les deux, alors qu'en fait elle aurait dû couper, et le problème c'est qu'on les voit s'arrêter, et s'arrêter de se poursuivre. Donc évidemment là c'était un peu malaisant de voir ça, on aurait dû les voir toujours en train de se poursuivre, sauf que là ils avaient complètement arrêté. Ça c'était un peu drôle. Et voilà, donc on voit donc un nouveau segment, donc on voit le Gobbledygooker là qui voit des graines par terre. Hein, on sent très bien, on voit venir le piège, et il vient essayer de récupérer, bouffer ses graines, et il y a Tozawa qui arrive par derrière pour faire le roll-up et récupérer le titre 24/7, mais R-Truth arrive par derrière avec un gros coup de sac de graines sur Tozawa, et il reprend à nouveau son titre. C'est navrant, c'est le 45e titre 24/7 pour R-Truth. Le 50e approche déjà, et oui. Voilà. Bref, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Je pense que cela se passe de commentaires. Allez, on va passer maintenant au match suivant, qui est un 5 contre 5 féminin cette fois-ci, qu'ils ont finalement mis en bonne place, hein, dans le show, hein, quand même. Donc c'était le match avec l'équipe de Raw qui était donc composée, hein, on le savait déjà, de Jax, de Baszler, d'Evans, de Royce et de Lana. Et d'une équipe de SmackDown dont il manquait toujours 2 éléments avant, quand j'ai fait ma vidéo pronostic. Donc il y avait Riot, il y avait Morgan, il y avait Belair, et donc comme je vous disais tout à l'heure, Bayley qui a été vraiment élu, désigné vraiment par Adam Pearce assez gratuitement, alors que Natalya était en train de rager, parce qu'il accorde un billet à Otis assez facilement, sans combattre, et Natalya se casse le cul à faire des matchs du qualif qu'elle perd tout le temps. Elle dit je suis quand même the best of all time, hein, quelqu'un de mon pédigré, quoi, merde. Et elle dit non, justement je t'ai donné un match contre Tamina, et il arrive maintenant le match, et elle lui dit j'ai trouvé quelqu'un justement qui avait un meilleur pédigré, un meilleur palmarès en gros, et c'est Bayley. Donc Bayley est désigné donc dans l'équipe, il restait plus donc que la 5e, et donc Tamina qui se fera battre très très rapidement par un sharpshooter, donc victoire de Natalya qui se qualifie. Donc voilà une équipe montée de toutes pièces au dernier moment, à l'arrache, il n'y a rien, il n'y a aucune histoire, c'est quand même assez navrant. Voilà donc pour les derniers éléments, donc vendredi. Donc vite, alors dans les éléments à soulever, hein, dans ce match, il y a Lana qui fait face à Natalya, donc les retrouvailles de la Teamboat, je m'y attendais, voilà, petit duel entre ces deux filles.
Personne ensuite ne veut faire le tag avec Lana. Lana, il y a Jax quand même qui finalement le fait et qui en ce moment-là demande à Lana, hein, en compagnie de Baszler, de rester à l'écart, rester au piquet. Elle est punie, mets-toi derrière le poteau, puisqu'effectivement il y avait un petit segment backstage où justement on disait, enfin Jax Baszler redisait, voilà, que faut pas qu'elle fasse le tag. Voilà, donc il y avait des consignes qui étaient passées, ça reprend ce qui avait déjà eu lieu à Raw la semaine dernière. Et elle va rester immobile pendant quasiment tout le match, hein, même oui, tout le match, il faut le dire. On a ensuite toutes les filles, hein, sauf Lana justement qui est au coin, hein, qui est punie. Toutes les filles qui se retrouvent hors du ring, près de la barricade. Royce porte ensuite une superplex de la 3e corde donc sur Bayley, sur tout le monde, donc le gros jeu de quilles. La chorégraphie quand même est trop visible. J'ai trouvé ça très chorégraphié, malheureusement. Peyton Royce ramène ensuite Bayley quand même juste après. Elle ramène Bayley sur le ring et l'élimine avec sa corkscrew suplex, quoi, son déjà vu, c'est comme ça que ça s'appelle, et ça élimine Bayley, quoi. Première éliminée Bayley, qui aurait cru ça? C'est aussi inattendu que Rollins, c'est quand même assez étrange. Donc une Bayley très discrète dans ce match. On a, donc il y a 5-4 pour Raw à ce moment-là, Peyton Royce qui est en feu à ce moment-là, qui pose même des problèmes à Natalya. Et puis finalement, Natalya réussira à prendre le dessus sur Peyton Royce avec un sharpshooter pour éliminer donc Peyton Royce suite à une petite distraction de Bianca Belair. Donc on en est à 4 partout. Lacey Evans ensuite éliminera Natalya avec une Women's Right. Donc 4-3 pour Raw. Incroyable Spanish Fly aussi de Lacey Evans, hein, sur Bianca Belair. Je ne m'y attendais pas. Et quand on voit le ralenti, le move était beau. C'était vraiment très bien exécuté, hein. Je m'attendais vraiment pas à un Spanish Fly de la part d'Evans, quoi. Donc ça, c'était un des rares bons moments du match. Nia Jax ensuite se fera attaquer à 2 contre 1, à 2 contre 1 même, par la Riot Squad, donc Morgan et Riot. Shayna Baszler porte une Kirifuda Clutch donc à Ruby Riot. Riot arrive intelligemment à la contrer, hein, avec un roll-up façon Bret Hart, hein, on va dire, dans le dos de l'arbitre, qui est distrait justement par Nia Jax. L'arbitre fait finalement le compte, mais on voit que Ruby Riot est évanouie. Elle est complètement dans les pommes, puisque la prise que portait Shayna Baszler n'avait pas été relâchée, malgré le roll-up, quoi. En live, on va dire qu'en live, j'avais trouvé ça bizarre, j'avais pas trop compris ce qui s'était passé, pourquoi est-ce qu'elle était évanouie, puisqu'elle était en train de porter un roll-up. Et en fait, on comprend mieux après revisionnage. Effectivement, on voit que Baszler, elle arrive quand même toujours à conserver son étreinte, bien que Riot était en train de lui porter un roll-up avec, voilà, complètement retourné avec les pieds par terre. Bref, Shayna Baszler, du coup, n'a plus qu'à faire le pin, hein, sur une Riot complètement aux abonnés absents, pardon, et qui est donc éliminée, Riot, inconsciente, 4-2 à ce moment-là pour Raw. Jolie crucifix bombe ensuite de Liv Morgan sur Evans. L'arbitre compte jusqu'à 3. Gros flottement. Rien n'est annoncé. Est-ce qu'Evans est éliminé? C'est bizarre. Les commentateurs voient aussi un pin, hein, ils le disent, bah oui, ça a l'air d'être bon. Et l'annonceur se réveille enfin. Hein, l'annonceur se réveille pour enfin officialiser l'élimination d'Evans. C'était quand même un passage bien étrange. Encore une fois, c'était un gros flottement. J'ai pas trop compris. Et à ce moment-là, donc il y a plus que 3-2 pour Raw. Lana avait quand même tenté d'approcher du ring vite fait, mais elle est vite rappelée à l'ordre par Jax Baszler, hein, évidemment. Pas bouger, surtout pas bouger. Liv Morgan, hein, au courage, s'attaque à Nia Jax avec 2-3 belles manœuvres, mais elle est calmée par un Samoan Drop. Et 1, 2, 3, Morgan est éliminé. 3-1 pour Raw. Belair est déjà la dernière représentante du côté de SmackDown. C'est ce que je voulais comme scénario. Je voulais voir Belair vraiment dans les dernières. Belair, justement, montre à ce moment-là ses capacités athlétiques, hein, face à Nia Jax. Elle est très virevoltante. Elle se dégage même d'un leg drop de Jax, qui est quand même pas rien. Belair se prend ensuite une Kirifuda Clutch en plein vol par Shayna Baszler. C'était plutôt joli, puisqu'elle faisait un head spring elbow peut-être, puisqu'elle s'appuyait les deux mains par terre avec appui sur les cordes, et c'est là qu'elle se fait cueillir par cette Kirifuda Clutch. Belair quand même arrive à résister
en allant chercher les cordes, enfin la corde, tout en portant quand même Shayna Baszler sur son dos. Donc c'est quand même déjà une énorme performance de la part de Belair, parce que peu de filles arrivent à résister à cette Kirifuda Clutch. Et là, c'est là qu'on voit que Shayna Baszler, qui est un peu énervée sans doute par ça, est éliminée, alors de la façon la plus conne possible, en se faisant disqualifier, car elle n'a pas relâché sa prise au-delà du compte de 5 de l'arbitre. Elle n'a pas écouté les consignes, elle se fait éliminer. C'était, on va dire, le moyen trouvé pour protéger Baszler dans la défaite, mais il faut bien le dire, c'était quand même bien nul, et elle passe quand même pour une grosse conne au final. C'est ça qu'il faut dire. Nia Jax tente ensuite l'écrasement de Belair sur la table des commentateurs, mais ça fera pas 10 techniquement, puisque c'est pas Lana, c'est Belair. Mais Belair arrive à éviter ça. Jax et Belair donc se battent alors à l'extérieur. Jax empêche Belair de remonter dans le ring et la projette contre la barricade. Jax est ensuite surpassé par-dessus la barricade par Belair. Belair se dépêche alors de remonter sur le ring, mais c'est trop tard. Compte de 10 de l'arbitre. Jax et Belair se font doublement donc éliminés par des comptes à l'extérieur. Et résultat, Lana devient la Sole Survivor. La victoire toute seule. Lana steal the show. Comme on aurait pu s'y attendre. Lol lol lol. Victoire en crevarde. Sans rien faire. Voilà. Et qu'est-ce que je vous avais dit dans ma vidéo pronostic? Quelle était ma vignette? Quel était mon titre? Lana Superstar. Et oui, c'était prévisible. C'était prévisible. C'était ce qu'on nous vendait depuis plusieurs semaines. Lana à travers la table pour 9 fois d'affilée pour qu'on ait un peu d'empathie pour elle. En plus, il y a eu cette victoire dans la bataille royale. C'est imprévisible qui lui permettait d'avoir un match de championnat contre Asuka. Et évidemment ce Chronicle, ce documentaire Chronicle sur Lana qui a été diffusé sur le network, qui est sorti juste ce week-end, donc vraiment en plein week-end des Survivor Series. Encore un documentaire très larmoyant de la part de Lana, encore une fois, pour qu'on essaye de s'investir en elle, comme d'habitude. Ah oui, on se moque beaucoup de moi sur les réseaux sociaux, parce que je sais pas catcher, nanani nanana, mais je me bats, je m'entraîne, je veux montrer que je suis capable d'être catcheuse, d'être à la WWE, patati patata. On a compris le truc, mais ce qui m'embête à travers ça, voilà, ok, Lana qui gagne, qui devient la seule Survivor, en soi c'est de la merde, c'est de la grosse merde, et il est difficile de comprendre ça, que la VVE ait envie de miser autant sur Lana, on est d'accord. Maintenant, comme je vous le disais, c'est la construction logique, c'est le prolongement de ce qu'ils ont fait. Pour une fois, j'ai pas envie de critiquer quelque chose qui a été construit depuis plusieurs semaines. Au moins, il y a de la cohérence. C'est ça qui est positif dans l'affaire. Maintenant, le résultat, oui, que ce soit Lana qui soit portée au nu, voilà, ça, évidemment, c'est un peu plus emmerdant. Et surtout, moi, ce qui m'embête aussi, c'est les valeurs véhiculées à travers ça. Parce que qu'est-ce qu'on voit au final? On voit une Lana qui s'impose toute seule, en crevarde, sans rien faire, en restant figée durant quasiment tout le match. Donc, c'est ça les valeurs véhiculées? C'est ça? Au Chronicle, ça chiale. On est censé avoir de l'empathie pour elle parce que tout le monde dit qu'elle est nulle. Alors prouve-le sur le ring! Prouve sur le ring! Bats-toi! Révolte-toi contre celles qui te font du mal, comme les bullies, là, comme Nia Jax, comme Baszler, qui arrête pas de te rabaisser et te mettre sur le bas-côté. Réagis! Réagis! Je sais pas, même gifle-les! Gifle-les, révolte-toi! Et un peu d'orgueil! Un peu de personnalité! Au lieu de rester là, sur le poteau, voilà, à rien faire. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que Nia Jax avait eu le rôle de Lana dans le passé. Jax avait été bullied aussi à l'époque quand Alexa Bliss était heel. Elle se moquait notamment par rapport à son poids, si vous vous souvenez. Et elle avait subi ça, Jax. Elle avait même fait un discours à WrestleMania pour dire ça. C'était à WrestleMania où elle avait fait un petit discours par rapport à ça. C'est drôle quand on y pense quand même. Que ce soit Jax qui joue le rôle de bully alors qu'elle a été bully d'elle-même. Et Lana ne réagit pas à ça. Et donc, c'est quoi qu'on nous raconte à la fin? C'est que finalement la lâcheté, la fainéantise et le laxisme qui l'emporte. La facilité.
C'est ça que tu veux véhiculer comme message? Tu peux pas soutenir Lana avec un tel scénario. C'est ça? Tu ne branles rien dans ta vie, laisse faire les choses, et tu y arriveras. Voilà. Pour moi, c'est ça, et je suis désolé, c'est ça qui me fait chier, en fait, dans la construction du truc, quoi. Dans le booking de ce match. À noter qu'il n'y a pas de 10e passage sur la table entre Jax et Lana, alors que ça paraissait évident. C'est assez étonnant. Alors, on va dire que c'est quelque chose qui doit être spécifique à Monday Night Raw, sans doute. Donc on va sûrement le voir à Raw. Ouais, on va voir ça. Parce qu'il y a quand même, s'il y a une 9e fois, il y aura sûrement une 10e fois. Hein, on peut se le dire. Et puis mais sinon, globalement, voilà, c'est plus ou moins le scénario de match que j'attendais. Avec une Lana qui gagne malgré elle. Et au pire, si elle gagnait pas, ça aurait été sûrement pour faire gagner son équipe de façon involontaire. Enfin, quelque chose comme ça. C'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo pronostic. La logique scénaristique, elle y est. Mais putain, ce que c'est nul, quoi. C'est nul. Match vraiment pas terrible. Il y a quand même pas mal de botch. Il y a un gros spot extérieur, comme je vous disais, là, qui était très très chorégraphié. Qui manquait de naturel. Au moins, bon, il y a le Spanish Fly d'Evans qui était très beau, qui était très propre. On peut aussi relever quand même qu'il y a des filles qui ont été mises en valeur. Ça, il faut le dire. Bianca Belair, je vous l'avais dit, il fallait absolument le faire. Elle y est. Il y a Liv Morgan qui, alors, elle va avoir son documentaire la semaine prochaine, hein, qui va s'appeler Live Forever. Encore un, je crois que c'était un Chronicle aussi, me semble-t-il. Peut-être que c'est lié à ça. Liv Morgan, Peyton Royce, aussi assez étonnant puisqu'on disait que Royce, son push était un peu mis au placard. Là, on la remet en valeur. Elle m'a plutôt surpris dans son match. Et Lana, bah oui, il faut le dire, Lana, elle a rien foutu, mais toujours est-il que elle est aussi mise en valeur par avec les 3 autres filles que je vous ai citées. Elle a rien foutu, mais c'est la seule qu'on voit sur le ring à la fin. Donc voilà quoi. Bayley, hein, à l'image de Seth Rollins, qui aurait été très anecdotique, ça c'est très la petite surprise quand même. Il fallait aussi que Belair, donc comme je vous disais, soit montrée forte. Elle a été forte. Elle a résisté, elle est restée jusqu'au bout, quoi, quasiment. Hein. L'élimination par des comptes à l'extérieur, on va dire, la protège. Hein, un peu comme ils ont fait avec Nia Jax, justement. Même si, voilà, bon, bah, c'est un finish un peu lazy, un peu paresseux, un peu nul. Mais voilà, bon. Le projet Belair Witch, le projet Belair Witch est en marche. Espérons qu'il ne la foire pas cette fois-ci, car hein, comme d'autres dans le passé, parce que c'est quand même un énorme potentiel à l'image de son mari Montesford, quoi. Quand on les voit, ces deux-là, ce sont des futures stars en puissance, quoi. Donc il faut vraiment pas rater Bianca Belair. La note, je ne donne qu'un 2 étoiles 25. Et petite note, mais ça, malheureusement je peux pas donner plus. Et au score, on en est donc à 4-2 pour Raw. Il faut le dire, 4-2, c'est officiellement Raw qui s'impose dans cette bataille of the Brands. Raw ne peut plus être rejoint. Et c'est ça qui est très très étonnant, puisque c'est la victoire 4-2 de Raw, mais aucun affichage ne le montre. Parce que dans tous les matchs qu'on a vus précédemment, jamais le score n'est montré. Ils l'ont fait l'année dernière. Là, que dalle. On ne sait, ils ne nous disent pas quel est le score. Comment ça évolue? Rien à battre. On oublie le supposé enjeu hein, de ce pay-per-view. Je vous rappelle que la tagline c'était Best of the Best. Alors, la meilleure des meilleurs des meilleurs, la meilleure des brands. Rien à battre de savoir qui est la meilleure des meilleurs, puisque le score n'est pas rappelé, on s'en branle. Et il ne rappelle même pas qu'à ce moment-là du show, Raw vient de s'imposer dans la bataille des brands. C'est ça que je comprends pas. Et c'est aussi un des gros problèmes de ce pay-per-view. On en reparlera plus tard, lors du bilan. Voilà, donc en tout cas, Raw s'est imposé. On va passer ensuite, bah, évidemment, au match qui était très attendu entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Drew qui a remis quand même son kilt, qui a repris l'épée qui appartient à Vince McMahon, hein, il faut le dire, hein, l'épée que Sheamus lui avait donnée la semaine dernière. On a appris que c'était en fait une épée, un cadeau de Stephanie et de Triple H. Offert à Vince McMahon, qui lui donc avait une épée dont la prod avait besoin. On a besoin d'une épée, et Vince a levé le doigt, il a dit bah moi j'en ai une. Et donc c'est cette épée qu'on a vue à la main de Drew. Le face à face d'avant match, c'est vraiment très très bien. Le face à face était rempli, bourré de charisme. Ça a quand même eu une autre gueule que si ça avait été Reigns Orton. J'étais vraiment content de voir ces deux-là. C'était badass, c'était vraiment une superbe image, encore plus quand les deux lèvent leur ceinture là, et qu'ils se toisent tous les deux, enlèvent leur ceinture tous les deux en même temps. C'était vraiment même l'une des images de ce show, hein. Pour moi c'était vraiment, ça faisait son effet. Le match,
25 minutes de match, énorme durée quand même. Alors dans les faits saillants, un début de match très lent, très old school, hein, qu'on peut aussi souligner dans son cheminement. Vraiment, on prend son temps pour lancer le match. Reigns entame ensuite une longue domination très lente, hein, dans son cheminement. La hit classique du heel, on va dire. Reigns adopte alors son nouveau rythme, hein, de sénateur, hein, son rythme tranquillou bilou, hein, qui est lié, hein, évidemment à sa maladie et qu'on a pu voir déjà lors de ces deux confrontations contre Jey Uso. Donc Reigns prend son temps. Drew quand même enfin se réveille pour son comeback, ce qui a le mérite de redynamiser le match, et on en avait quand même à ce moment-là bien besoin. Samoan drop de Reigns, dégagement de Drew, Spinebuster de Drew, dégagement de Reigns. Reigns se met alors à parler à Drew, hein, au début sans le regarder. Il le traite à nouveau de number 2, son favorite number 2, puisque ça reprend quelque chose qu'il avait dit dans cette promo là sur le signature de contrat de vendredi dernier, où Reigns avait été très condescendant avec Drew en le traitant de favorite number 2, voilà, de ouais, c'est mon numéro 2, t'es qu'un sous-fifre, comme l'avait dit Paul Heyman. C'est pas un champion versus champion, c'est un champion versus title holder. Donc c'était un détenteur de titre contre un champion. Et pour lui, c'est pas la même chose. Pour lui, Drew, c'est quelqu'un qui est un accessoire, c'est quelqu'un de secondaire, c'est une seconde main, quelqu'un qui est juste là parce que il sert en gros de bouche-trou lorsque Reigns n'est pas là. Il sert de porte-ceinture, quoi. Voilà un peu ce que disait Paul Heyman. Et donc on retrouve ce terme de number 2, de favorite number 2 que cite Reigns pendant le match. Future Chuck DDT de Drew, hein, son ancien finisher. Dégagement de Reigns. Superman Punch de Reigns. Tentative de guillotine même de Reigns. Contré par Drew quand même. Gros blanc à ce moment-là dans le match. On attend que Reigns récupère, hein, évidemment, encore une fois, sa santé. Donc à ce moment-là, c'est long, on attend que ça se passe. Et il y a ensuite un spear de Reigns qui est contré étonnamment par McIntyre avec une Kimura Lock en plein vol. C'était assez bien joué et très étonnant, hein, puisque Drew McIntyre qui porte des soumissions, c'est quasiment du jamais vu, je crois. Hein. Et Reigns intelligemment arrive à chercher la corde et donc à s'en sortir. Reigns ensuite porte un summon drop à Drew McIntyre sur la table des commentateurs, mais malheureusement la table ne casse pas. I am the table. Donc à ce moment-là, Reigns est obligé de le refaire une deuxième fois, et cette fois-ci, heureusement, ça marche. La table s'écroule. À ce moment-là, Reigns prend son élan, il attend que Drew McIntyre se relève, et il prend son élan et spear sur McIntyre contre la barricade là qui était placée derrière la table des commentateurs. Tout s'écroule. Les deux hommes sont au sol. Là-dessus, j'ai un peu peur parce que je vois l'arbitre là qui continue de décompter les deux à l'extérieur. J'avais vraiment peur qu'il les décompte jusqu'à 10 afin de protéger les deux et d'avoir un no contest. J'avais vraiment très peur, mais parce que je voulais vraiment pas ça. Mais finalement, Roman Reigns ramène vite Drew McIntyre dans le ring et tente même le tomber. Mais dégagement quand même à deux de Drew. Donc ça, c'est tant mieux. Roman Reigns s'arrête à nouveau pour récupérer, encore une fois. Il prépare un spear, mais il est contré par Drew d'un coup de pied. Drew alors se projette dans les cordes pour un Claymore. Mais spear de Reigns qui contre donc le Claymore par un spear. Mais le tombé est fait. Dégagement à nouveau de Drew. Donc il se dégage d'un deuxième spear. Waouh, un Drew vraiment très difficile à battre. On arrive alors dans la phase finale du match où le suspense vraiment monte en pression. Là, c'est le moment de dramaturgie. Reigns récupère à nouveau, donc il prépare un spear encore, un troisième. Il s'élance et là, boum, Claymore de Drew en pleine gueule sur Reigns, qui bouscule alors l'arbitre hors du ring en même temps. Donc ça fait un strike. Là-dessus, je n'ai plus de doute, hein, quant à la suite des opérations. Je me doute que Jey Uso va se pointer pendant que l'arbitre fait dodo, et c'est effectivement ce qui est arrivé. Ça paraissait logique, puisque comme je vous le disais, il s'était fait houspiller par Reigns, hein, dans ce segment backstage, il y a quand même cette défaite un peu honteuse contre Daniel Bryan à SmackDown, où il se fait contrer par un small package. Donc ça faisait quand même deux défaites là, coup sur coup, après SmackDown et donc après ce 5v5 où il ne s'en sort pas face aux 5 mecs d'Euro, ce qui était logique, mais ça n'a pas plu à Reigns. Donc à ce moment-là, avec ce segment backstage, je me suis dit que Jey Uso va sûrement vouloir se racheter.
Hein. Il va vouloir se racheter et intervenir et pas louper. Il est intervenu donc suite à ce bump d'arbitre. À ce moment-là, Drew McIntyre donne un coup de poing à Jay, hein, pour le sortir du ring. Et à ce moment-là, Drew, on voit qu'il demande un autre arbitre, hein, évidemment. Mais Reigns en profite derrière avec un low blow sur Reigns. Avec un low blow sur Drew McIntyre. Jey Uso porte ensuite un super kick à Drew. Superman punch de Reigns. Et il enchaîne avec une nouvelle guillotine sur Drew. Un autre arbitre arrive enfin. Drew arrive quand même à se relever. Il remonte un genou. Il résiste. Mais finalement il s'écroule. Il est inanimé, Drew. L'arbitre juge. Il vérifie. Il juge que Drew est inconscient. Et il sonne la cloche. Reigns s'impose. Victoire de Roman Reigns. Voilà. Bah la fin paraît logique, hein. Moi je vous avais donné dans mes pronostics une victoire de Reigns. Je le voyais absolument pas perdre, Reigns. Pour moi c'était trop tôt pour qu'il perde. J'avais donné Reigns vainqueur et la construction de Jey Uso, comme je vous disais, fait que la construction de Jey Uso depuis quelque temps fait que ce final est très logique à mon sens. Avec donc cette défaite dans le 5v5 et le fait de s'être fait engueuler backstage, plus cette défaite conne contre Bryan où il se fait surprendre aussi. Et une petite phrase que j'avais trouvée intéressante aussi, c'est la toute dernière phrase qu'il faut tendre l'oreille de Michael Cole, la toute fin de SmackDown, là, le dernier SmackDown, où Cole dit, juste avant la fin du show, dit qu'en gros, en fin d'épisode, que cette défaite de Jey fait que peut-être que Jey a offensé Reigns, ou va offenser Reigns avec cette défaite. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça peut être un élément intéressant pour le pay-per-view. Et ça n'a pas raté. Reigns s'énervait. Il a pas aimé ce qu'il a vu, notamment cette élimination il a pas aimé vraiment ce qu'il a vu. Il veut pas de loser quoi dans son équipe, dans sa famille. Et voilà quoi. Donc il s'est racheté. Et au final, Drew quand même est très protégé dans cette défaite. Il n'abandonne même pas. Hein. Il est inconscient. Il n'abandonne pas. Il perd en plus à 2 contre 1. Donc ça me va. Sur le principe, ça me va hein, au niveau de la protection. Reigns et Uso quand même au final se feront finalement un câlin. Là-dessus, d'ailleurs en live, je me suis dit bon ben il n'y a plus qu'à convertir Jimmy Uso hein, à présent. Donc je pense que ça va se faire à l'avenir. Jimmy Uso va sûrement se rallier, mais il va falloir le convertir. Mais je pense que ça va se faire petit à petit. On le verra aussi lutter, hein, parce qu'à mon avis les Uso, on va les revoir ensemble hein, d'ici début de l'année prochaine. Sinon le match il est très solide. Très solide. J'ai bien aimé, même si ce qui m'a posé problème c'est la première partie, très lente, qui m'a un peu ennuyé. Et malheureusement ce rythme de sénateur imposé par Roman Reigns, et qui est évidemment dû à sa maladie, et qui semble devenir indubitablement sa marque de fabrique, ce rythme lent. Et il va falloir s'y habituer, parce que maintenant malheureusement je pense que jusqu'à la fin de sa carrière ça va être ça. Et petit à petit, heureusement le match s'est amélioré, lorsque Drew McIntyre a fait son comeback et que les dégagements se sont multipliés, hein, histoire de nous faire vibrer un peu, voilà, qu'on ait un peu d'émotion. Une bonne brawl quand même entre les deux hommes. Le match est quand même assez long, 25 minutes, c'est énorme 25 minutes, et je l'aurais vraiment facilement réduit de 7 à 8 minutes. Ça aurait été déjà bien plus digeste et appréciable. C'est un peu le même problème que contre Jey Uso. Hein. Les matchs sont très longs, trop longs même, et ça aurait un match de colosse comme ça, de gros big men quand même, enfin assez surpuissant, assez badass. Ça aurait mérité d'être plus court que ça quoi. Voilà, ça m'a un peu gêné. Et au final, je donne quand même une très bonne note. Je lui donne un 3,75. Donc c'était un assez chouette match. Et c'est le meilleur match de la soirée même. Hein. Le tag et le Asuka Banks sont vraiment pas loin derrière. C'est pas loin d'être là au même niveau. Mais c'était vraiment un bon match entre clairement les deux top main eventers de la WWE actuellement. Le top heel contre le top face. Et donc ça fait 4-3. Le score final 4-3 pour Raw. Un score que j'attendais pas, parce que pour moi c'était SmackDown qui allait gagner le match des brands. Donc je m'attendais vraiment pas à une victoire de Raw au final. Mais comme je vous le disais, malheureusement, on n'aura jamais eu le score final énoncé, affiché. On s'en foutait. Tout simplement. C'était Osef quoi. C'est n'importe quoi. Et on va passer enfin à ce qui évidemment paraissait logique comme main event. Le segment Taker. La célébration, le final farewell comme ils l'ont dit.
Alors, on a une présentation d'abord de chaque ancien, hein, qui était très long puisqu'on les a eu un par un. Donc on va pas tous les citer, mais comme je vous avais dit, hein, Savio Vega, les Godwin qui ont pris cher. Ouah, je les avais pas vus depuis longtemps et ils ont vraiment extrêmement vieilli. Ouah, ça a été dur à voir. Il y a eu Kane, il y a eu Triple H, il y a eu Shawn Michaels, le Godfather, évidemment Kane, Ric Flair, Shawn Michaels. Voilà, ça j'étais pas sûr de les voir, mais c'était bien de les voir. Pas de Stéphanie en revanche. Voilà, donc tous ces noms-là qui viennent. Et on nous montre ensuite un très beau vidéoclip sur Taker, qu'on avait déjà vu en kick-off. Mais voilà, sur la musique de Metallica, hein, la musique du Boneyard, qui était vraiment un super clip. Très émouvant, qui ravive plein de bons vieux souvenirs, et des souvenirs de gosses, mais aussi des souvenirs d'adultes, hein, il faut le dire. On voit alors, après ce clip, comme par magie, Vince McMahon lui himself sur le ring, que j'attendais. Hein, j'avoue que j'attendais Vince pendant ce segment, mais on l'aura quand même pas vu venir sur le ring, donc j'ai peur que sa santé ne décline, parce qu'on l'a pas vu arriver. Il est arrivé directement sur le ring, et même malheureusement quand on voit sa figure, je l'ai trouvé assez maigri quand même. J'ai pas trouvé en très bonne forme, hein, l'ami Vince. Et on l'a vu aussi très ému. Et ce qu'il dit, c'est que 30 ans, 3 décennies, et pendant ces 3 décennies, malgré ses épreuves, ses blessures, Taker, hein, il parle de Taker bien sûr, malgré ses épreuves, ses blessures, il a quand même instauré la terreur dans les yeux de ses adversaires. Il aura diverti un public mondial à la WWF, puis à la WWE aujourd'hui. Ce soir marque la fin d'une ère, the end of an era, de la carrière la plus illustre, qui ne sera jamais reproduite, hein, dans l'histoire de la WWE. Ce soir, on dit au revoir, et une phrase qui peut être aussi à double sens, en tout cas qui s'adresse à Taker, mais qui pourrait même être adressée à s'interpréter aussi pour lui-même, à Vince. Les gens disent que nothing lasts forever, hein, que rien ne dure pour toujours, et Vince dit alors, hein, que donc les gens disent ça, et il dit les gens qui disent ça, ils ont tort, parce que l'héritage de l'Undertaker durera pour toujours, il vivra pour toujours, éternellement, et voilà, surtout ce passage du rien ne dure jamais éternellement, hein, rien ne dure. Est-ce que c'est pas aussi, hein, peut-être aussi une petite phrase cachée par rapport à l'avenir, à Vince lui-même? Voilà, ça il faut le dire. Et voilà, Vince très ému, qui finalement enfin annonce The Undertaker. Voilà, une dernière fois, l'entrée de Taker, la vache, ça a été long, hein. Ça a été long. Avec une petite musique bizarre, un peu à la Daft Punk là pour au début, là, que j'étais assez étrange, avec des petits lasers. Ça dure pratiquement 10 minutes, hein, cette entrée. C'est infernal. Avec la fumée, la pénombre, hein, comme d'habitude. Taker qui arrive enfin près du ring, près des escaliers. Là, on le montait les escaliers, on le voit s'élever. Mais malheureusement, on voit cette espèce de monte charge là. On le voit sur une espèce de monte charge, donc ça fait un peu cheap quoi. Ça fait c'était un peu ridicule, il faut le dire. Il entamera alors enfin un discours, après de longs bruits enregistrés, hein. Undertaker, il prend son micro, on attend qu'il parle, c'est long. Alors, en fait, quand je dis un discours, hein, le discours c'est vite dit, hein, malheureusement, parce que ça va pas durer longtemps. Taker dira que pendant 30 ans, j'ai fait cette lente marche vers ce ring, et j'ai allongé les gens à se reposer sur ce ring encore et encore, time and time again, et maintenant mon heure est venue, my time has come. Et à ce moment-là, il est à nouveau coupé. Thank you Taker, il reprend sa phrase, my time has come to let the Undertaker rest in peace. Le moment est venu pour moi de laisser l'Undertaker reposer en paix. Et là, à nouveau, thank you Taker,
Thank you, Taker. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Et oui. C'était vraiment le minimum syndical. Rien d'autre à dire. Pas de remerciements. Pas de mots pour sa femme, sa carrière. Parler de Kane, de Paul Bearer, de Vince McMahon. 2-3 anecdotes rigolotes. Je sais pas. Non. C'était pas ça. C'était une fin de pay-per-view. Fallait pas faire trop long, j'imagine. Même si le segment avait quand même duré plus d'une demi-heure, hein, mine de rien. C'était un long segment. Et l'entrée était bien plus longue que son discours, hein, ça c'est sûr. J'ai trouvé ça bâclé malheureusement. Et puis, ce qui est bizarre, c'est de voir tous ces anciens qui sont venus, un par un, qui ont pris la peine de venir, et qui ont tout à coup disparu de l'écran. Aucune interaction entre Taker et tous ses amis. C'était bizarre. Ils avaient disparu. Ensuite, on a Taker qui se met à genoux, qui prend sa pose habituelle. Il lève son bras, et on le sent quand même un peu ému hein, à ce moment-là. Hein, il essaye un peu de le cacher, mais on le voit. Et à ce moment-là, une belle image, puisqu'on voit Paul Bearer qui arrive en hologramme à côté de Taker. Et on entend au loin un « Ouh, yes !» Et Taker qui révulse ses yeux pour la dernière fois. C'est vraiment, il faut le dire, le moment que j'aurais préféré de ce segment. Ce passage avec l'hologramme de Paul Bearer, qui était une bonne idée. Et cette longue pause quand même dans le noir m'aura vraiment fait peur, parce que j'avais quand même toujours dans un petit coin de ma tête ça, l'ombre du Fiend là qui planait au-dessus de ma tête donc, et j'aurais vraiment ragé sévère si on l'avait vu attaquer Taker. J'ai prié jusqu'à la fin du show, jusqu'au bout. Je me suis dit, tant que le show n'est pas officiellement terminé, je reste vraiment fébrile, vraiment fébrile. Puisqu'on reste dans la pénombre, donc il y a ce petit côté, on n'est pas bien. Enfin moi personnellement je me sentais pas bien. Il faisait noir, je me dis putain, c'est très propice pour le film ce genre de merde. J'ai peur. Bon, ensuite Taker vient sur l'allée, il rentre petit à petit, il se retourne vers le ring une dernière fois, il lève le bras, les éclairs, les crédits qui s'affichent. Mais attention avec les crédits, la VVE aime bien nous troller avec ça, mais les crédits apparaissent, disparaissent, et là, on le voit disparaître, et le show s'arrête, enfin. Donc là, le show est terminé, et là, je pousse un énorme ouf de soulagement en me disant, ouf, ils l'ont pas fait, pas de Fiend, pas d'angle qui pourrait nous vendre un dernier match, arrêtons les conneries, ils l'ont fait. Cette fois-ci, il faut le dire, une bonne fois pour toutes, Taker, c'est terminé, et il fallait le faire. Point barre, c'était la date idéale, le moment idéal. Maintenant, on célèbre ensemble, avec une espèce un peu d'émotion, mais pas plus que ça, quoi. Et c'est ça qui me pose problème. C'est que là, évidemment, le public manquait clairement. Il manquait le public. Et Taker mérite mieux que ça, bien mieux que ça. Même si on sait bien que le Covid empêche de pouvoir en faire davantage. Hein. Ils peuvent pas faire mieux, on le sait. J'espère évidemment que sa prochaine intronisation au Hall of Fame, hein, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans, histoire d'en entendre davantage, et d'entendre son vrai discours, quoi, d'introniser, qui permettra de rattraper tout ça, en le laissant cette fois-ci s'exprimer davantage, en dehors bien sûr de tout ce qu'il a pu raconter dans ses différents documentaires, et notamment aussi dans le podcast de Steve Austin, et de remercier plusieurs personnes, de parler de sa famille, d'anecdotes marrantes, ce qu'il n'a justement pas pu faire ici, quoi. C'est ça qui m'embêtait. Bref, des adieux assez tristes, un discours bien trop court, et même pas de merci, quoi. Pas grand chose, quoi. Même pas, je sais pas, un merci Vince, je sais pas, merci au public pour toutes ces années. Un petit mot classique quand on fait son pot de départ, même dans une entreprise. C'est la moindre des choses de dire un petit merci, un petit au revoir. Là, on va dire qu'il est resté à l'image de son costume, il est resté, on va dire, dans sa gimmick, quoi. Donc, mais bon, j'espère que ces remerciements, on les aura sûrement Hall of Fame. Ça se rattrapera, ils se rattraperont plus tard, mais ça m'a fait chier, quoi. C'était assez cheap, quoi. Maintenant, on va passer au bilan de ce show. Ben, un show global qui était assez moyen, hein, il faut le dire, avec quand même 3 bons matchs à retenir, hein, à voir quand même. Le tag match New Day Street Profits, qui était quand même un dream match, et qui a quand même été très solide, qui a tenu ses promesses. C'était juste trop court à mon sens. Il aurait pu en faire bien plus.
Laska Banks, toujours très solide entre ces deux filles. Aussi, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de temps, mais elles ont fait le taf. Et le Drew McIntyre, Roman Reigns, qui était quand même un assez bon match dans l'ensemble, puisque pour moi c'était le meilleur match, mais qui aurait quand même mérité d'être plus raccourci. Et l'overbooking ne m'a pas gêné, puisqu'il raconte quelque chose, et c'est la suite logique de ce qui avait été raconté ces dernières semaines. Voilà. Mais voilà, quand on regarde les deux matchs 5v5, les matchs à élimination qui sont quand même les matchs phares chaque année des Elimination, des Survivor Series, pardon, bah ils étaient assez faibles quoi. Ils étaient assez faibles. Le Zayn versus Lashley, il était à chier. La Battle Royale, assez osef. 2-3 bons moments, mais c'était vraiment la portion congrue. Et surtout, on oublie que Raw, comme je vous le disais, on oublie carrément que Raw affrontait SmackDown dans ce show. Et que Raw a gagné 4-3. Personne ne le dit. C'est pas affiché. Rien. Jamais le score n'aurait été affiché. C'est nul à chier. The best of the best. Leur tagline. Vraiment. The best of the best. Le meilleur de quoi? Personne n'en parle. Voilà, c'est ça qui m'a fait chier. Et enfin, bah oui, des adieux à Taker assez cheap, quoi. Il méritait bien mieux que ça. Il méritait même 100 fois mieux que ça. Et au moins, bon, on va dire, il a eu son petit segment en fin de pay-per-view. C'est quand même un sacré privilège. Mais bon, n'est pas Taker qui veut. Mais d'ailleurs, oui, c'est quand même assez rare. Hein. Comme je vous disais, je me rappelais, dans ma vidéo pronostic, je me rappelle pas avoir vu un vrai segment pour clôturer un pay-per-view. Et là, voilà, c'était la moindre des choses de clôturer le show avec ça. Et c'était bien de l'avoir fait. Mais un segment de plus d'une demi-heure, dont le tiers occupé par, même plus du tiers occupé par les entrées. Oui, même les 2 tiers occupés par toutes les entrées. Et un petit discours de Vince, un tout petit discours de Taker est terminé. C'était bâclé, je suis désolé, ça m'attriste. Et pour la note finale du match, je peux pas donner plus que 3 étoiles. Je suis partagé entre 2 étoiles 75 et 3 et 3. Voilà, je suis à peu près entre les deux. Hein. Si je fais la note moyenne même de mes matchs, ça donne ça. Je suis à 2,8, 2,85 à peu près. Donc je suis entre 2,75 et 3. Voilà ma note. Je peux pas donner plus. C'était un moyen plus quoi. Voilà, pas plus. Un petit Survivor Series, bien inférieur à celui de l'année dernière notamment, hein, qui avait évidemment fait intégrer NXT. Donc évidemment c'était un très bon show l'année dernière. Et ça nous aura manqué cette année, hein, il faut le dire. Ce show ne restera pas dans les annales, et si ce n'est que ce sera le show des adieux de Taker. Voilà ce qu'on retiendra. Et encore des adieux qu'on peut quand même considérer comme bien ternes. Et Lana superstar, il faut le dire. Lana, comme je vous ai mis dans ma vignette, Lana l'avenir, et Taker maintenant appartient au passé. Voilà, l'avenir est entre de bonnes mains avec Lana. Ouf, on est rassuré. Anyway, bref, voilà pour la review de Survivor Series, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, surtout, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne pour faire grandir la communauté. Mes amitiés, comme d'habitude, à Jack Jones, à Papy Catch, avec qui j'ai regardé le pay-per-view en live. C'est toujours un plaisir. Mes amitiés à Enzo et Cody des rebuts du catch. J'ai vu des avis divers. Il y en a beaucoup qui ont détesté ce show. Il y en a qui l'ont trouvé assez solide, globalement bon. Moi, je suis à peu près entre les deux, voilà. Je suis pas, on va dire, dans les extrêmes. Parce que c'est pas un show détestable. C'est pas un show médiocre. C'est pas un show extraordinaire. Je suis à peu près entre les deux, quoi. Voilà. Un show moyen. Pour résumer, un show moyen. Mais qui aurait, évidemment, si la hype était meilleure, c'est vrai que la hype était pas bonne, ils auraient pu faire bien mieux que ça. Hein. C'est bien mieux que ça. Avec de meilleures constructions d'équipe, un meilleur build-up, et des affiches un petit peu plus jolies aussi, hein, je pense à... Zayn, Lashley, et puis les équipes. Les équipes, globalement, elles donnaient pas très envie. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur ce show. On verra bien ce que ça donne pour Raw. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, surtout. On parlera de TLC, qui a été officialisé le 20 décembre, le dernier show de l'année, en espérant qu'il sauvera bien la fin de l'année. Portez-vous bien. Passez une très bonne semaine, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo!
Ciao à tous.